Bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter Club Deal, le podcast qui démocratise et décortique le monde de l'investissement immobilier et de la finance personnelle. Je suis Loïc Audet et depuis 10 ans, en cofondant ImmoCities, j'ai bataillé afin de rendre l'investissement locatif accessible au plus grand nombre en accompagnant des milliers d'investisseurs à bâtir ou développer leur propre patrimoine immobilier. Et dans cette toute nouvelle saison de Club Deal, je vous propose, en compagnie de mes invités experts et surtout passionnés de finance, de découvrir ensemble les stratégies qui vous permettront enfin de mettre votre argent au travail. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Salut Julie, merci de nous rejoindre sur Club Deal. Alors, on a beaucoup parlé avant d'enregistrer l'émission. Et on a tendance des fois à faire l'émission dans l'émission. Donc là, on va faire la surémission, la vraie. Très bien. L'enregistrée. Julie, on va parler d'art aujourd'hui. Et c'est très bien d'ailleurs qu'on ait un petit peu parlé avant parce que, encore une fois, j'y connais pas grand-chose. Julie, tu vas te présenter. Alors du coup, effectivement, nous, on a des profils investisseurs. Et là, on va parler d'art. Donc l'art et l'investissement sont pas forcément deux milieux qui sont très copains, ça peut se frotter un peu. Et tu es fondatrice. Oui, tout à fait. De. Ok, j'enchaîne. Et là, il faut que tu enchaînes. Ok, merci déjà Loïc de m'avoir invité. Donc je suis Julie, la fondatrice de The Art Cycle, Oui. qui est une galerie d'art en ligne qui propose de la location, du leasing et de l'achat d'œuvres d'art. Ok. Avant d'en arriver là, tu as eu un parcours et en même temps, je suis sur ton LinkedIn. Est-ce que tu peux nous parler de toi ? Ok, alors du coup, j'ai fait une école de commerce. Oui. Voilà, et je me suis tournée vers l'audit avant de rentrer dans le marché de l'art. Donc très, 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 très loin de ce marché c'est vraiment deux secteurs très, très, très différents. Et c'est justement pendant mon stage chez EY que j'ai fait en 4e année à l'IESEG que j'ai eu l'idée de créer cette société. Ok. Donc en étant étudiant. Ouais, j'étais encore étudiante effectivement. Okay. Et du coup, donc la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'IESEG, on peut faire en dernière année un projet de création d'entreprise à la place du mémoire. Donc, c'est ce que j'ai fait sur justement The Art Cycle. Et après mon stage de fin d'études que j'ai fait du coup dans ma société aussi. Donc, ça c'est trop bien aussi. Voilà, la première année de création de The Art Cycle, ça a été ma dernière année à l'IESEG. Ok, et du coup le maître de stage c'était toi-même ? Alors non, parce que j'ai rejoint du coup l'incubateur de l'IESEG et c'était justement une des personnes qui gérait l'incubateur qui était mon maître de stage. Ok. L'art, on n'y tombe pas par hasard. Est-ce que, je sais pas, alors sans faire de la psychologie à deux balles, mais peut-être tes parents étaient passionnés d'art ou je sais pas, toi, t'as été dans un musée, peu importe, je sais pas comment ça peut, comment ça arrive. Est-ce que tu peux expliquer la genèse de cette passion pour l'art ? Ouais, c'est vrai que l'art, je pense qu'on n'y tombe pas forcément, ou effectivement en faisant beaucoup de musées. Moi, c'est vrai que maman est peintre. Okay. Donc en fait, à la maison, j'ai été habituée. Un pied dedans, quand même. Ouais, voilà, j'ai été habituée. J'ai toujours eu des peintures dans la maison. Et puis en fait, l'idée m'est venue parce que dans son atelier justement à Amiens, il y avait beaucoup, beaucoup d'œuvres qui étaient accumulées. Et en fait, quand moi je suis partie donc, pour faire mes études à Paris, je suis partie avec des tableaux parce que ça me paraissait complètement impensable. En fait. De ta maman. Ouais, okay. Ça me paraissait effectivement impensable d'avoir un appartement sans œuvre. Ouais. Parce que en ayant grandi avec de l'art, j'avais besoin de ça T'avais vraiment besoin au d'habiller quotidien. tes murs de ton appartement parisien tout blanc. C'était hyper important. Ouais. Et donc je suis partie avec des œuvres sous le bras, je les ai accrochées et en fait j'aimais bien changer. En fait je me disais je changeais d'appartement, donc quand je changeais d'appartement je me disais là je prends d'autres œuvres, c'est un autre univers, on change. Et j'ai trouvé ça en fait chouette de pouvoir changer parmi les œuvres justement de maman. Et en plus de ça, j'en découvrais des nouvelles et je me disais mais celle-là, en fait, je l'ai jamais vue. Et elle me dit oui, tu te rends pas compte. En fait, moi, je continue à peindre, donc je peux pas toutes les exposer, sinon il y en aurait partout sur tous les murs. Et donc c'est là que je me suis dit il y a quand même
un truc à faire, c'est qu'il y a des gens qui en fait ont des murs blancs et qui ont envie d'en profiter. Et il y a des artistes qui en fait ont énormément de tableaux qui sont donc entassés un peu sous bâche, dans leurs ateliers. Et c'était vraiment dommage. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut trouver un peu un moyen de sortir les œuvres des ateliers des artistes pour les mettre chez des personnes qui ont envie d'en profiter. Et tout ça a un coût accessible, abordable pour que ce soit justement abordable. Et donc je me suis dit la location c'est une très bonne idée. Et après est venue l'idée du leasing. Parce que les gens, je me rendais compte qu'ils avaient finalement envie de garder les œuvres et qu'ils voulaient pas juste les louer. Donc c'est pour ça que c'est comme ça. L'œuvre, une fois qu'elle a fait une trace au mur indélébile, et du coup tu dis si je change de tableau, je suis obligé d'en prendre un plus grand parce que mais c'est une très très bonne idée. Juste pour revenir sur le parcours sur ton parcours et celui de ta maman. Ta maman, elle faisait ça pour le plaisir ou c'est une artiste qui en faisait commerce, c'est-à-dire qui vivait uniquement de sa passion, ce qui c'est très beau. Elle faisait ça pour le plaisir. Après, elle a développé son activité, en fait, on va dire. Donc, elle a commencé à exposer, etc. Mais au début, elle a commencé vraiment pour le plaisir. Pendant que, justement... En fait, on est une fratrie de 4 filles. Du coup, elle s'est occupée de nous. Et à côté de ça, elle peignait. D'accord. Et après, quand on a un peu fait chacun notre vie... Effectivement, elle s'est plus lancée et elle faisait donc des expositions. D'accord. Mais ça reste compliqué. En plus, elle est à Amiens, donc après, en fait, on fait une exposition, on invite tout le monde. Et puis après, faut changer de lieu parce que c'est... Ouais, parce que c'est au début, tu fais... c'est deux ou trois personnes qui font de la peinture. Notamment quand j'étais gamin, ils faisaient... petit artiste, il faisait des trucs assez sympas avec des belles couleurs, etc. Et ils exposaient dans les restos, au début des restos pas trop chics, après des restos un peu chics, des restos étoilés, et ça montait crescendo jusqu'à avoir une place assez sympa, quoi. Et j'ai l'impression que c'est le parcours, tu me dis si je me trompe, mais c'est un peu le début du parcours du combattant d'un artiste qui n'est pas forcément encore... connu et qui doit se faire connaître du grand public. Alors, bien entendu, un peu comme dans le business, tu as ce qu'on appelle la love money, donc c'est ta fille, pardon, pour ta mère, c'est ta fille. Toi, tu as été un peu la VRP, puisque tu as affiché chez toi, mais tu as les amis des amis, etc., qui potentiellement peuvent acheter tes œuvres. Et d'ailleurs, on en parlait en off et on peut en parler tout de suite. On disait c'est pas évident de fixer un prix pour une œuvre parce que elle a une valeur, c'est la valeur du tableau, enfin en gros de la toile, de la peinture que t'as mis, du temps. Donc ça c'est vraiment le basique, mais après il y a quand même le côté artistique. Et du coup on avait cette discussion en disant comment tu fixes ton prix, quoi. C'est une question assez compliquée justement pour les artistes qui débutent. Après, en fait, moi, ce que je leur dis, c'est justement, je les guide vers d'autres artistes qui, eux, ont fixé leur prix et dont le travail est assez similaire. Et après, je leur dis aussi que le prix, c'est quelque chose avec lequel ils doivent être à l'aise. Donc si un jour, on leur dit, ça coûte combien ? Et qu'ils répondent et on leur dit, oh là, c'est trop cher, et qu'ils deviennent rouges comme une tomate, là, c'est qu'il y a un truc qui... il y a un truc qui va pas. Donc en fait, il faut quand même réussir à être à l'aise avec les prix proposés. Je trouve que c'est le plus important. Et après, c'est normal que certaines œuvres, ils ont mis plus de temps, elles leur parlent plus, etc. Des œuvres qu'eux-mêmes font. Ça, donc c'est possible que ce soit valorisé différent d'une œuvre qui va leur plaire un peu moins et où ils vont se dire, en fait, celle-là... j'aimerais bien juste un peu... Parce qu'il a moins d'attache affective à une œuvre ou une autre. Ça arrive, Ouais, parce que peut-être aussi même les conditions quand il a peint étaient différentes s'il était dans une mauvaise passe, parce qu'on passe un peu par des hauts et des bas. Peut-être il trouvera qu'elle a moins de valeur, alors que potentiellement elle est très... d'un regard extérieur, elle est peut-être mieux que l'autre. Pour une autre personne, effectivement. Il voit pas tout ça. Tu peux ressentir des choses sur une œuvre, mais pas forcément c'est pas forcément retranscrit, peut-être dans le prix surtout.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur? C'est un peu comme quand tu commences dans n'importe quoi, tu vois, dans une boîte, tu te lances dans une aventure entrepreneuriale. Au début, quand tu donnes tu donnes ton devis ou ta facture, je les vaux vraiment? Tu vois, t'as cette question-là, tu sais pas sur quel pied danser, tu sais pas trop, donc effectivement, comme tu dis, tu es un peu rouge parce que tu te sens, putain, je suis pas à ma place, quoi. Ouais, après, à partir du moment où ils ont quand même fixé leur prix, c'est sûr qu'il peut y avoir ce syndrome de l'imposteur, mais en fait, déjà, si l'artiste a déjà réussi à vendre à ce prix-là, dans un sens, c'est que c'est ce que ça vaut, en fait. Après, s'il a jamais vendu, il décide de fixer un premier prix. Donc oui, au début, c'est un peu aléatoire. C'est vrai que moi, j'ai des artistes qui, au début, ont fixé des prix. 2 mois plus tard, m'ont dit, en fait, mon travail, il était sous-valorisé. Je l'ai mis bien plus cher. Et 6 mois après, qui sont partis en arrière et qui m'ont dit, j'ai trouvé un juste milieu. Donc, ouais, les artistes, je pense qu'au début, ils tâtonnent un peu pour voir ce qui fonctionne, la réaction des gens, etc. Et que je vais dire que les prix... entre guillemets, le vrai prix fixé par l'artiste, c'est certainement après quelques expositions et quelques retours de personnes sur le travail de l'artiste, en fait. Ouais. Après, en général, ce qu'on dit, c'est que le vrai prix, le bon prix, c'est celui qui est prêt à payer l'acheteur. Ah oui, c'est exactement ça. Il y a de la négociation Ouais, c'est vraiment... Même on organise, nous, des expos, et c'est déjà arrivé qu'un artiste vienne me voir en disant, cette œuvre-là... lors du vernissage, je vous ai discuté avec un acheteur, il veut l'acheter. Par contre, on s'est mis d'accord sur 500 € au lieu de 600 €. Voilà, j'espère que ça ne te dérange pas. Enfin, voilà, il me demandait... D'accord, il peut y avoir une discussion comme ça. Justement, c'est pas évident de... Tu vois, t'as la dure réalité d'un monde quand même capitaliste. Et d'un autre côté artistique. C'est vrai que c'est pas simple. Et de dire, je savais pas qu'on pouvait négocier une œuvre. Je pensais qu'à la rigueur, tu l'achetais aux enchères. Enfin, tu peux l'acheter aux enchères d'ailleurs. Mais c'est plutôt montant. Et quand tu tombes, tu vois, tu es à côté de l'artiste, je ne voyais pas lui dire, écoute, tu vois, il en veut 1000. Écoute, moi je pense que ça en vaut 500. En fait, j'en sais rien, quoi. Ouais, mais après, en fait, il y en a qui négocient pour négocier. Enfin, en fait, oui, marchand tapis. Il y a vraiment des profils de personnes. Moi, j'ai un client, ma dernière expo, qui m'a dit, moi, clairement, je l'adore. Ouais. Elle est pas très chère, enfin, je trouve qu'elle vaut son prix. Mais ça fait partie de ma culture, qu'est-ce que vous me faites? Ok, ouais, parce qu'il faut négocier. Ouais, voilà, parce que du coup, il y en a qui ça fait partie de leur culture. Et en l'occurrence, il est tombé sur une artiste. Elle, en fait, il y en a aussi, il y a des artistes, c'est le prix que j'ai fixé, c'est le prix. Enfin, en fait, je suis pas... c'est le prix, t'en veux pas. Voilà, il y en a qui vont se dire, bon, oui, ok, certainement pour des raisons de... j'ai moins d'attachement sur l'œuvre, etc. Et... c'est un peu le mood du jour aussi, quoi. Ça dépend le mood du jour pour l'artiste. Peut-être si aujourd'hui, tu vois, il a une facture qui est tombée, il aura peut-être envie de vendre plus vite, donc potentiellement de moins valoriser son travail, alors qu'en réalité, ça va pas bouger, quoi. Ouais, après, franchement, c'est pas un truc que je... Enfin, de vraiment baisser ses prix systématiquement à chaque... si on demande, etc. Moi, c'est pas forcément un truc que je trouve bien, parce que ça peut justement décrédibiliser un peu le travail en disant en fait s'il est prêt à baisser ses prix comme ça, c'est que c'est peut-être pas le bon prix qui est fixé au départ, en fait. Ouais, complètement. Ouais. Donc ça en fait ça va vraiment dépendre, je pense, des clients. Il y en a qui sont vraiment en mode j'ai besoin d'un geste, sinon je peux pas le prendre, quoi. C'est ça, c'est la sensation de la bonne affaire, quoi. Limite, tu montes ton prix par 2 pour le remettre à... oui, ça aurait complètement marché, c'est sûr. C'est juste le fait. Ouais, le fait de négocier, quoi. Ça leur fait plaisir de négocier. Et du coup, on parlait des galeries physiques tout à l'heure. Et un peu comme une agence immobilière, de la même façon. Donc, elle prend ton œuvre, en tant qu'artiste, elle prend ton œuvre, elle l'expose dans sa galerie. Et du coup, elle prend une commission, ce qui est normal, puisqu'elle paye un loyer, où elle est propriétaire de sa galerie. Et du coup, tu m'as dit, c'est à peu près la moitié. Enfin, prends la moitié, ou multiplie par 2 le prix d'origine, quoi. Ouais, c'est vrai que la plupart des galeries vont sélectionner des artistes, vont leur dire, ok, tu veux combien? Ouais. L'artiste va fixer son prix, et la galerie va dire, ok, on va le vendre 2 fois plus cher, ou on va augmenter le prix,
parce que la plupart des galeries prennent 50%. D'accord. La plupart des galeries, même d'ailleurs, on dit physique, mais aussi en ligne, il y en a beaucoup qui prennent ces montants-là. D'accord. Alors que, en ligne, c'est quand même plus. Je pense que dans les galeries qu'on peut voir dans Paris, en général, c'est hyper bien placé, donc je comprends que le loyer est extrêmement cher. Puis généralement, c'est assez minimaliste dans ces. Ouais. Donc je me dis bon, effectivement, le gars il est obligé d'en vendre quelques-unes quand même parce que c'est pas c'est pas facile quoi. Ouais, mais en fait, en ligne, il y a certaines galeries qui justement prennent 50% aussi. Ouais. Parce qu'en ligne, le réflexe de beaucoup d'acheteurs, c'est de regarder donc sur les galeries, parce qu'il y a un choix assez large, de noter les artistes et après d'aller les contacter. Ok. En direct. Voilà. Parce qu'ils se disent toujours qu'il y a une possibilité de négocier, etc. Vu qu'ils sont sur des galeries. Donc tu squeezes l'intermédiaire, tout ça, et tu vas voir l'artiste en direct, tu lui dis salut, au final j'ai vu ça, est-ce que tu peux... C'est ça. Et ce qui est en galerie, ça peut moins arriver parce que le client il est là en physique. Donc en fait, il va laisser un peu ses coordonnées, donc le galeriste il pourra le recontacter facilement. En ligne, voilà, quelqu'un qui est venu, qui a cliqué sur une œuvre, c'est bien plus compliqué de le relancer pour lui dire j'ai eu l'impression que vous avez aimé cette œuvre, n'hésitez pas à aller voir, y retourner, etc. Mais bon, en passant par nous. Donc ouais, c'est ça. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que les galeries prennent 50%. Nous, en fait, moi ça n'a jamais été ma volonté de prendre autant parce que en fait je considère que c'est à l'artiste d'avoir la plus grosse partie. Ouais. Parce que c'est lui qui crée, même si voilà... C'est lui qui a la valeur, directement qui détient la valeur, quoi. Hein. Ouais, complètement. En fait, c'est lui qui fait l'œuvre, donc je trouvais ça normal de reverser la plus grosse partie. Donc nous, on prend 25% de commission. Ok. Ce qui est la commission la plus faible de tout le marché. Mais à côté de ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'apprendre que quelqu'un qui avait découvert un artiste sur notre site a finalement passé commande directement, en direct, même avec 25%. Quoi. Même avec une commission plus faible, en fait, ça ne change pas grand-chose. Quoi. C'est pas ça qui va faire la différence. Non, mais après, la différence quand même, c'est que nous, déjà, on peut proposer cette possibilité donc, de louer l'œuvre dans un but de l'acheter. Donc ça, voilà, forcément, ce que l'artiste va pas faire, parce que c'est de la gestion, c'est pas son travail. Non, voilà. Donc il y a ce côté-là, et après il y a aussi le côté, nous, on va pas demander à nos artistes en fait c'est même interdit d'ajouter 25% à leur prix. Donc non, mais en fait pour que tu passes par la galerie ou par l'artiste directement, c'est les mêmes prix proposés. D'accord. C'est vraiment une de nos conditions, c'est pour que en fait le client final il va payer le même prix. Qu'il aille à gauche ou à droite, techniquement parlant, c'est le même prix, donc il a pas d'intérêt à le faire, quoi. C'est ça. Donc en gros, son prix, c'est comme en agence immobilière, le prix net vendeur et le prix FAI, frais d'agence inclus, sont les mêmes. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Les frais sont à la charge du vendeur et non de l'acquéreur. C'est ça. Mais bon, après, il y en a qui se disent que forcément, s'ils passent par l'artiste, ils ont un pouvoir ils ont une possibilité de négocier. De négociation qui est équivalent à 25%. Ouais, voilà. À minima. Ouais. Oui. Après, il y a aussi les artistes. Moi, c'est ce que je leur dis quand je collabore avec eux, c'est que je dis, en fait, je mets une certaine confiance en vous. S'il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui dit je vous ai découvert sur la galerie, on passe en direct, là c'est à vous de dire ok si vous voulez, mais par contre de nous contacter et après de nous rétribuer les 25% sur le prix. Ouais, compris. J'ai compris. En gros, de toute façon, il y a trois personnes. Donc, il y a un acheteur, un intermédiaire et en début de piste, l'artiste. Mais c'est toute la complexité justement de s'intégrer sur ce marché de l'art. C'est que les artistes aient confiance dans ce qu'on fait, parce qu'il y a quand même il y a certaines galeries qui ont une mauvaise réputation aussi. Donc il y a des groupes justement sur lesquels les artistes, on va dire, vont donner les bons plans, etc. Donc c'est vraiment avoir la confiance auprès des artistes, avoir la confiance auprès des acheteurs pour qui passent donc par justement la galerie. Ouais. Sachant que on offre aussi la possibilité d'avoir un choix beaucoup plus large que quand ils passent en direct par les artistes, forcément, vu qu'on propose... plusieurs artistes. Voilà. Tu as commencé il y a 4 ans, d'un point de vue entrepreneurial. Il y avait peut-être effectivement cette première difficulté de comment se rémunérer, etc. Le début qui était, j'imagine, comme ça. C'est quoi qu'est-ce que tu as rencontré comme difficultés que tu as dû surmonter pendant 4 ans pour en arriver là aujourd'hui? Je vois que tu as quand même beaucoup d'œuvres
de peinture, de photos, de dessins, de sculptures à la location, en leasing et à l'achat. C'était quoi les enjeux et surtout les défis que tu as dû relever pendant 4 ans? Au début, c'est en fait vraiment de réussir à convaincre des artistes de nous suivre sur le projet. Ouais. Alors qu'on n'a pas de Parce que plateforme. la première artiste, c'était ta maman. Ouais, évidemment. Évidemment. On n'a pas de plateforme, donc on contacte des artistes. Enfin, je contactais les artistes en disant voilà, j'ai une idée d'un projet, j'aimerais proposer vos œuvres à la location. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, ils ont pas. La plateforme n'existait pas, donc en fait. Concrètement, j'avais rien à leur montrer, juste à leur expliquer ce que je voulais faire, la vision que j'en avais. Et au final, ça a quand même bien pris. Enfin, même si forcément, il y a des artistes qui m'ont dit non, c'est logique. Non, en fait, et qui sont revenus d'ailleurs plus tard. Par la suite, parce que voilà, tiens, ça existe, ça marche. Puis il y a toujours le A et B. Enfin, il y a toujours c'est un peu les copains des copains des copains qui ont fait l'expérience chez toi. Ouais, tout à fait. Mais donc, du coup, le premier enjeu, ça a été de réussir à convaincre des artistes, parce qu'en fait, lancer une galerie d'art en ligne, si t'as 2 artistes, c'est chaud. C'est impossible parce qu'en fait, t'as trop peu d'offres pour que les clients s'y retrouvent, quoi, en fait. Là, aujourd'hui, on commence, je pense, à avoir un catalogue suffisamment diversifié pour que les clients s'y retrouvent. Et encore, ça nous arrive d'arriver en rendez-vous et on nous dit, là, clairement, vous avez plein de trucs, mais c'est pas forcement les trucs que moi, je recherche. Ouais. Donc faut toujours ça élargir. arrive. Ah oui, non, mais ça, c'est justement une quête, on va dire, perpétuelle. Tu sais combien d'œuvres tu as à peu près en ligne dispo? Ouais, il y en a 2600 à peu près. Et on travaille avec 144 artistes, uniquement basés en France. Ok. Voilà, c'est vraiment... En fait, on a beaucoup d'artistes en France, donc... Ouais, c'est autant, pas la peine. Ouais, autant voilà. déjà... Ouais, c'est ça. Ok. Ça fait quand même beaucoup d'œuvres. Ouais. Ça fait quand même beaucoup d'œuvres. Je comprends qu'elle n'est pas pour tous les goûts, parce que je pense qu'il y a autant de goûts que de personnes. C'est sûr. Mais ça fait déjà pas mal d'œuvres intéressantes. Et du coup, quels étaient tes premiers clients? C'est pas le personae, mais en gros, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il venait chez toi? Comme je pense dans beaucoup de business, les premiers clients, c'est des proches. Ouais. Et en fait, on a lancé donc la galerie en ligne le mi-juin 2018. Ok. Et on a fait un petit événement de lancement, donc une expo justement dans une galerie dans le 8e qu'on a loué pour 2 jours. Où là, en fait, j'ai invité toutes les personnes. J'ai pris mon répertoire, j'ai pris C'est ça, et j'ai invité un maximum de personnes. Les artistes aussi ont eux aussi invité du monde, etc. Et donc, en fait, les premières personnes qui ont loué des œuvres, c'était à la suite de cette expo. Et c'était des proches. Donc il y a un couple justement d'amis, de parents, j'ai envie de dire, parce okay. que c'était plus plutôt autour de 55 ans, etc. Okay. Les parents de tes amis, s'il faut. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Et après, j'ai aussi eu des amis qui venaient de s'installer dans leurs apparts, qui se sont dit, en fait, j'ai flashé sur cette œuvre, je trouve ça génial de pouvoir payer 59 € par mois pendant 1 an et demi, et dans 1 an et demi, elle m'appartient. Donc, Ouais, ça, c'est vrai que ça permet de rendre un peu accessible, parce que comment ils font ces personnes aujourd'hui qui cherchent à décorer chez eux, puisque là on va plutôt décoration, ils vont, quand tu achètes... c'est vrai que c'est pas évident, c'est la dernière pierre. Alors peut-être parce que je suis un homme moins sensible, mais effectivement, en général, quand je finis des travaux, je finis de meubler, je suis fatigué, quoi. Il n'y a plus de place pour le côté artistique. Et effectivement, tu vois, ça a un coût, ça peut avoir un coût assez important si tu cherches des belles choses. Et c'est pas évident de trouver. Donc effectivement, le fait déjà de faire du N-fois indirectement, c'est une bonne solution. Et effectivement, alors là, on est plutôt dans le cadre d'investissement. Alors, du coup, tout à l'heure en off, je te demandais, je dis est-ce que tu vois, le petit tips, tu connais l'artiste qui t'es sûr qu'il monte, tu vois, t'es sûr qu'il monte, sur qui je dois parier aujourd'hui pour potentiellement demain faire du x, parce que je sais pas. On a vu peut-être des premiers qui ont acheté du Picasso sans le savoir, qui ne connaissaient peut-être pas forcément l'artiste. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont extrêmement riches. Mais
est-ce que tu as des noms? Alors je te repose la question, je sais que tu vas répondre non, mais peut-être le faire en enregistrant, tu vas peut-être me sortir un nom. Est-ce que tu as un artiste, peut-être un artiste préféré? Parce que ce qu'on se disait, c'est qu'effectivement, c'est cool de parier sur un artiste en disant, voilà, ça pourra me rapporter plus à un moment donné, mais il faut que ça te plaise, c'est ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Ouais, en fait, je pense que... Enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'avant, il y avait beaucoup moins d'artistes, donc c'était plus facile de, entre guillemets, voir les artistes émergents. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'artistes, donc c'est bien plus complexe d'être sûr aussi que l'artiste va décoller, parce qu'en fait, il y a des artistes qui, à un moment ou un autre, ont une cote, pardon. Et après, en fait, ça va baisser. Donc, un artiste aujourd'hui en vogue, demain, il pourra ne plus l'être. Donc, c'est très, très, très complexe d'être sûr dans quel artiste investir, sauf quand c'est effectivement voilà, des grands noms. Donc, je te parlais justement de Soulage tout à l'heure, qui continue à produire, mais qui effectivement est plutôt à la fin de sa carrière artistique, on va dire. Bon, ouais. il a 102 ans, c'est ça, 102, 103. Ouais, c'est ça. Donc, et il continue à produire. À produire. Et je trouvais ça un peu c'était horrible. De ça, en se disant, ouais, il continue à produire, c'est vrai. Mais arrivé à son âge, à un moment donné, la vie a été très belle, mais la vie va s'arrêter, quoi. Ouais, donc, effectivement, il ne produira plus. Et à partir du moment, effectivement, où la production de ses œuvres s'arrête, vu qu'il est assez à ses côtés aujourd'hui, c'est sûr que le prix de ses œuvres vont monter en flèche. C'est sûr, il n'y a pas de doute. Après, c'est quand même des investissements. Ça coûte le prix d'un appart. Voilà, c'est quand même des gros budgets. Mais après, donc moi, la vision que j'ai justement de l'investissement de l'art, c'est investir dans une œuvre en fait qui vous parle en fait. Ouais. Parce que voilà, on va la mettre dans son salon, on va en profiter tous les jours. Donc si c'est juste pour avoir un retour financier et qu'il n'y a aucun attachement, ça va être certainement... d'ailleurs, en plus, c'est complètement incertain. Donc si en plus, il n'y a même pas ce côté, elle me plaît au quotidien, c'est vrai que c'est un peu dommage. Et tout à l'heure, justement, tu me demandais un peu l'artiste préféré que je pourrais avoir aujourd'hui. Ça y est, on va avoir un nom. On va avoir un nom. Il y a beaucoup d'artistes que j'aime, ouais. Mais en fait, c'est vrai que j'ai un artiste qui est sur la galerie que je trouve, en termes de technique, très intéressant et que j'ai jamais vu ailleurs, en fait. Et c'est ce qui, justement, aujourd'hui, me fait me dire que c'est intéressant d'investir dans ce type d'artiste parce que c'est vraiment une technique qu'en fait, on retrouve pas partout. Et donc, c'est ce qui en fait, justement, des œuvres d'autant plus uniques, je trouve. Et donc, cet artiste, c'est Patrick Fuvel. D'accord. Et donc, il travaille ses œuvres, en fait, en profondeur, donc en travaillant d'abord une première image, donc à la peinture. Ouais. Et ensuite, devant cette image, on va dire, il va tendre une deuxième toile, là, cette fois transparente. Il va repeindre dessus, ce qui fait qu'en fait, il y a un mouvement sur l'œuvre, et en fonction de où on est, l'œuvre est très différente, quoi. Ok, c'est un peu comme les yeux de Mona Lisa, quoi. Ouais, exactement. T'as l'impression qu'elle te suit du regard, peu importe où tu te situes dans la pièce. Tout à fait. Et il a même fait une Mona Lisa revisitée, locale, on va dire. Ok. Ouais. Et donc effectivement là, il y a ça va plus loin. Il y a quelque chose en plus qui est très original pour le coup. C'est ça. Et en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, investir dans l'art, c'est aussi. Enfin, après, c'est vraiment ma vision des choses. C'est que j'ai pas envie d'avoir une pièce que tout le monde a un peu chez soi. Non, complètement. Donc, le cerdicat, tout le monde l'a, quoi. Okay, ouais, voilà. Et donc, je trouve que y a des tendances quand même. Il y a beaucoup d'artistes qui font de l'art abstrait. J'adore l'art abstrait et c'est vraiment. J'adore l'art abstrait. Mais je trouve que c'est des choses qu'on peut revoir un peu plus partout. Donc, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'achète de l'art, c'est des choses qui vont me parler. Il y a des moments, je sais pas trop pourquoi, mais je me dis, ok, c'est en fait. J'ai trop envie de la mettre chez moi, et aujourd'hui j'ai même pas la place d'en remettre, mais je continue à en acheter parce que
Parce que c'est vrai que je suis en contact direct avec les artistes tout le temps, donc des coups de cœur, j'en ai. En plus, t'as l'histoire. J'en ai plein, quoi. Ouais, c'est ça, je rencontre les artistes, discute avec eux. Et ça, bien sûr, ça joue. Ça joue bien sûr, mais j'imagine, quand t'as l'histoire de l'artiste, tu vois, t'as une sensibilité qui est certainement différente, et peut-être c'est comme ça que tu peux prendre aussi du plaisir à investir dans l'art. Complètement. Ouais, mais plus proche. Je fais pas du tout en me disant que plus tard. Ouais, je vais parier sur toi. je vais faire x4, x5 par rapport au prix. Après, si je le fais, génial. Mais je suis même pas sûre d'avoir envie de t'en séparer au final. Voilà, un jour, ouais. Enfin, de toute façon, investir dans l'art, même pour des pièces de maître, on va dire, il faut les garder quand même quelques années. Ouais. D'ailleurs, ça se passe comment le marché secondaire Imaginons, j'ai acheté sur ton site une œuvre et demain je veux m'en séparer pour mettre toutes les chances de mon côté de le revendre. Est-ce que je peux peut-être passer par toi, quelqu'un, ou enfin je sais pas comment ça se passe du coup, où je le mets en vente. Enfin, je vais pas me mettre sur le bon coin, quoi, tu vois. Ouais, alors quoique nous c'est vrai qu'on on va pas s'occuper de revendre les œuvres. Ouais. Des artistes, des clients qui ont acheté chez nous. Après, en fait, je pense que ça dépend en fait de l'artiste, mais il y a toujours la possibilité d'aller voir des commissaires-priseurs et de leur demander si ça peut les intéresser. Et du coup, ce sera vendu, ça peut être vendu aux enchères, ça peut être vendu. Il y a différents moyens. Après, te donner le bon moyen. Est-ce que tu peux le redonner à une. Enfin, le prêter plutôt. À une galerie, tu vas tableau sous le bras, galerie dans Paris. Il y en a qui le font, il y en a qui le font. Justement, j'avais été à la FIAC, qui est la foire internationale de l'art contemporain, et il y avait une personne qui discutait avec le galeriste et qui lui disait voilà, j'ai acheté ça il y a quelques années, j'aimerais bien vous le donner et reprendre celui-là à la place, voilà. Switch. Okay. Voilà, et donc c'est vrai que moi j'avais trouvé ça assez étonnant comme c'est pas mal, fonctionnement. Mais en l'occurrence, ils avaient l'air de discuter, donc je pense que c'est des choses qui doivent se faire. Okay. C'est juste, je pense qu'il va y avoir un expert qui va évaluer l'œuvre, voir, faut la voir aussi pour voir si elle n'a pas été abîmée, etc. Typiquement, quand on achète une œuvre, en tout cas, quand ça coûte un petit peu d'argent, il ne faut pas le mettre dans la salle de bain, ce genre de choses. Non, c'est sûr. Parce que ça risque de détériorer l'œuvre. Et d'ailleurs, toi, je vais rebondir là-dessus, dans ton modèle, si je suis en mode location et je grossis le trait, avocat du diable, etc., je mets mon œuvre dans la salle de bain, justement, je te la renvoie les HS. Ouais, assurance. Ouais, non, mais en fait, on a un système de caution qui, techniquement, du coup, tu vas être prélevé du montant de l'œuvre, en fait. Donc, caution égale 100% de l'œuvre. Alors, dans les faits, c'est 75% parce qu'on reverse en fait à l'artiste et du coup, nous... Oui, ouais, ok, compris. C'est, voilà. d'accord, le 25%, ok, j'ai compris. Donc, c'est ça. Indirectement, un espèce de 100%, mais 75%. Si vraiment l'œuvre, elle est complètement inutilisable. Mais ça arrive, Non. En fait, dans les faits, les clients qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de particuliers. On essaie de développer justement l'insertion d'art auprès des entreprises, mais c'est encore... moins important en termes d'activité par rapport à celle qu'on a avec les particuliers. Et en fait, dans les faits, les particuliers, à partir du moment où ils ont commencé à avoir une œuvre chez eux, ils n'ont pas du tout envie de s'en séparer. Donc, ils vont la garder. Donc, ils ne nous la retournent pas. C'est Bernard Tapie qui a commencé comme ça. Tu sais, quand Bernard Tapie a commencé sa carrière, les premières choses qu'il a fait, c'est quand il n'y avait pas beaucoup de télé. À l'époque, avoir une télé chez soi, c'était quand même quelque chose, tu vois. Un jour, il y a un vendeur de télé qui est venu le voir et qui a essayé de lui caler sa téloche là. Il a dit non, mais par contre je sais comment je peux en vendre plus. Et du coup, donnez-moi je sais pas, je fais une bêtise, 10 télés. Et lui a été lui-même faire du porte-à-porte. Il a ouvert les télés, il les a mis dans le salon des gens. Il dit je repasse dans un mois et vous me dites si vous la gardez ou pas. Si vous la gardez pas, je la reprends. Et évidemment les gens, j'avais vu ça chez eux, tu penses bien, ils passaient toute leur soirée là-dessus, et effectivement ça marchait. Donc c'est un peu le même système au final. Ah ouais, non mais en fait à partir du moment où même en fait tester c'est l'adopter, quoi. Ah ouais, c'est exactement complètement ça. Après on peut se dire que on en a peut-être un peu marre de celle-là, mais en l'occurrence à partir du moment où on a mis une œuvre à un endroit, quand on la retire, tout le monde peut faire le test. Tout le monde peut faire le test, juste la retirer même une semaine.
visuellement, quand on va rentrer chez soi, on va se dire c'est vide. il y a quelque chose qui est bizarre, quoi. Ouais. Enfin, et ça, c'est pour ça que quand justement, on a des clients entreprises avec lesquels on travaille et chez qui on va faire tourner les œuvres. Enfin, notaire, c'est ça. Une notaire, justement, notamment, enfin, voilà. Et en fait, ce serait impossible aujourd'hui pour elle de plus en avoir. Ouais, oui, ça fait partie de sa déco. Enfin, elle a un besoin de représentation. Il faut que ça soit bien tout le temps, quoi. Et même, en fait, si demain, c'est ce qui se passait avant, chez les notaires, il y a pas mal de cadres réglementaires qui doivent être affichés, etc. Donc avant, elle avait mis un petit cadre comme ça à la place de là où il y a l'œuvre actuellement. Si elle remettait ça, je pense que elle se dirait oula, c'est pas du tout le même rendu, quoi, en fait. Ouais, c'est pas la même ambiance, c'est même c'est même bien plus chaleureux, en fait. Des avocats un peu bien, en général, effectivement, t'as toujours des œuvres d'art dès l'entrée, quoi. Ouais, très souvent. Bon, t'as pas d'Orlinski chez toi? Non. On avait dans nos anciens bureaux, on avait la boutique Orlinski juste à l'angle de la rue. Et effectivement, je dis bon, parce que notre comptable me dit vous pouvez investir dans un Orlinski si vous voulez, vous le mettez à l'entrée. Et si ça, c'est une façon de défiscaliser. Je dis ah bon, je dis, de là à acheter une œuvre d'art pour défiscaliser, je sais pas, je suis pas sûr. Mais apparemment ça se fait aussi. T'as pas eu ce c'est étonnant que tu parles même d'Orlinski, justement, parce que je suis en discussion avec un cabinet d'avocats. Ouais. Qui m'a dit justement, c'est vrai que les œuvres que vous m'avez proposées sont intéressantes, etc. Est-ce que il y aurait la possibilité d'avoir des pièces un peu plus, on va dire, phares de noms connus? Ouais. Et donc, ils m'ont cité justement Orlinski, et donc je les ai contactés. Ok. Et on va voir comment ça va aboutir ou pas, mais du coup, j'ai été en discussion avec la galerie pour justement proposer ça à mon futur client. Ok. Donc, mais c'est vrai que il y a quand même une fiscalité autour de l'art qui est intéressante. Quand on est une entreprise, surtout, on a cette possibilité, par la location, de faire des charges tous les mois. Voilà, ça crée une charge, oui. Okay. Ça crée une charge. Après, quand on achète, c'est un peu différent parce qu'on a des obligations. Si on achète de l'art, donc on va pouvoir justement l'amortir sur plusieurs années. Ouais, complètement. Mais on a des obligations d'accrocher, de mettre les pièces pendant 5 ans au moins dans des pièces accessibles de tous. Donc techniquement, les bureaux. Ouais, c'est à l'entrée. En général, t'as le. Ouais, c'est ça. C'est dans les entrées ou les salles de. Orlinski, ou autre chose, quoi. Ou de Tyrannosaure. Bref, ou King Kong, là, qui est en haut d'une marche, quoi. Mais effectivement, ou le chien, enfin bref, tous les trucs d'Orlinski, quoi. Et, mais effectivement, c'est. Je savais pas que tu avais une obligation effectivement de les mettre à disposition du public, mais il faut que ça soit vraiment visible, quoi. Tu peux pas les garder. Après, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent vraiment vérifier que c'est bien visible, mais non, en l'occurrence, dans contrôle fiscal peut-être, mais ça doit justifier qu'il était présent, donc faut faire la photo à côté du. Effectivement, l'œuvre, elle doit être. Généralement, elle est pas du tout dans les bureaux d'une personne, en fait, parce réalité, qu'il y a qu'une personne. D'accord. Il y a qu'une personne qui peut y accéder, et techniquement, c'est toutes les personnes qui viennent, en fait. Donc ça peut être dans un couloir, ça n'a pas de problème, etc. Mais dans les bureaux, techniquement, c'est pas dans la réglementation pour pouvoir justement amortir l'œuvre sur plusieurs années. Et on parlait des zones franches. En gros, si j'ai bien compris, alors c'est non palpable, il y a pas, tout ce qu'on vient de décrire, un peu cool. Tu vois, tu te lèves le matin, tu bois ton café, tu vois ton œuvre d'art, ça te met, ça te fait réfléchir, tu fais un peu le point avec toi-même, t'es content de voir ça, ça habille ton mur, etc. Donc tout ça, on a bien compris, et c'est le côté rassurant de l'œuvre, c'est le côté émotionnel. Là, si je suis vraiment brut de décoffrage, tu m'as parlé des zones franches, donc, en gros un endroit où tu vois jamais ton œuvre. Ouais. Et où tu commerces réellement, quoi. C'est du vrai commerce, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment il y a des galeries qui ont des œuvres qui sont dans des lieux qui sont accessibles. D'ailleurs, il y a même des ports francs qui sont carrément aménagés comme si c'était un lieu dans lequel on pouvait visiter, etc. C'est juste que l'œuvre, comme elle sort pas du lieu, reste. Elle est, il y a pas de douane, il y a pas de TVA, donc elle est vraiment. Elle est, elle a du coup pas de taxes. Ok. On paie juste vraiment le prix, et forcément on peut pas en profiter
Sauf si, je pense, on vit à côté et qu'on a la possibilité d'y aller. Ouais. Mais on peut pas en profiter. Et à partir du moment où elle sort, cette zone, tu payes. On va payer les droits de douane en fonction du pays dans lequel ça va, la TVA. Enfin, voilà, donc ça, c'est sûr que c'est des choses qui se font. Et ça, pour le coup, c'est vraiment plus du pur investissement en se disant que pour avoir une rentabilité, quoi. C'est souvent des grosses pièces quand même. Ouais, des grosses pièces parce que gros artistes ou grosses pièces parce que déjà aussi il y a un problème de taille peut-être, je sais pas, en plus. Non mais oui, je pense que c'est des grandes pièces aussi d'artistes de renom. Ouais. Ok. Et puis en fait comme ça aussi il y a une conservation, on est sûr qu'elle est pas abîmée. Il y a aussi tout ce sujet là. Oui, parce que effectivement, en général, des pièces qui sont chères, sont pas forcément ultra contemporaines, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Même s'il y en a, mais effectivement. Oui, il y en a, j'imagine, mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a une dépréciation due à l'usure naturelle, ou est-ce que, alors en fait, j'ai mal formulé ma question. Une œuvre un peu ancienne qui doit être, j'ai pas les bons mots, mais retouchée, repimper, on est obligé de refaire un peu les couleurs parce que ça s'écaille, etc. Est-ce que du coup le fait qu'elle ait été touchée par un autre artiste lui fait potentiellement perdre de la valeur ? Je ne saurais pas forcément répondre à cette question. Par contre, c'est pas un artiste qui le fait. C'est des personnes spécialisées qui font de la restauration d'œuvres d'art. D'accord. Donc à mon avis, ils ont un processus. Je connais pas bien ce secteur, mais à mon avis, ils ont vraiment un processus très très précis qui fait que ça rend l'œuvre, à mon avis, proche de l'original. Ok. Et je pense que les couleurs, au contraire, elles changent pas du tout. Enfin, en fait, c'est vraiment, à mon avis, un travail très très long parce qu'ils doivent retrouver exactement les mêmes teintes. Ouais. Ok. Après, je connais. Enfin, voilà, je suis pas. Je fais le parallèle par rapport à. Je fais le parallèle par rapport à ce que j'ai pu déjà discuter. Donc sur soit les voitures, il y a quelque chose qui s'appelle. Je crois que c'est chaque fois je perds le nom, mais c'est matching number. En gros, il faut que le numéro de moteur soit égal au numéro de châssis, soit égal, etc., etc. C'est la même chose pour les montres également. Une montre qui a été restaurée n'a plus les pièces d'origine, donc du coup sa valeur se dégrade. Tu vois, c'est voilà, c'était le sens de ma question. J'avoue que je sais pas. Ok. On va essayer de se renseigner. On va essayer de trouver quelque chose. Je sais pas comment. On mettra dans les notes de l'épisode. Après, moi, je peux me renseigner aussi. J'ai une cliente qui a passé commande la semaine dernière et qui fait de la restauration. Tu fais de la restauration ? Vas-y, cool, avec grand plaisir. Comme ça, on aura répondu à cette question. Peut-être c'est une question super bête de ma part, mais je sais pas. Ça m'est venu comme ça. Si je dois investir chez toi, tu me conseillerais quoi avec un budget raisonnable ? Parce que, un peu comme dans les précédents épisodes, j'aime bien tester les solutions proposées. Tu vois, on a acheté de la pierre, on a acheté même pas petit métal, excusez-moi. J'ai essayé d'acheter du vin, j'ai essayé d'acheter plein de choses pour investir. Qu'est-ce que tu me conseillerais ? Qu'est-ce que tu nous conseillerais avec un petit budget, parce que si on va acheter plus et diversifier, naturellement, ça doit rester un petit budget accessible au plus grand nombre. Entre 150 et 500 euros, aujourd'hui, quelque chose qui te plaît, toi, sur ton site ? C'est une question compliquée. J'ai pas mal d'œuvres qui me parlent, qui me plaisent. Ouais. Malheureusement, l'artiste justement dont je te parlais tout à l'heure n'est pas dans ces tarifs-là, il est un peu plus cher. Non, c'était pas le même prix. Tu rajoutes quelques zéros en plus quand même. Ouais. C'est une question compliquée. Après, moi, justement, j'ai l'impression que sur le site, des œuvres qui vont effectivement plus en fait, de toute façon, le plus important, c'est que ça parle. Ça, c'est la première chose. C'est effectivement, même si en photo, c'est différent en vrai, mais en fait, si la photo te plaît, en fait, en vrai, ce sera que mieux. En fait, parce que de le voir en vrai, il y a la texture, il y a d'autres choses qui se voient pas forcément. Ouais. Après, c'est vrai que on regardait un peu tout à l'heure des artistes. Il y a
Sandrine Hirson qui fait justement de l'art abstrait qui est autour de les œuvres entre 300 et 500 je pense. Ouais. Coram Gray justement, lui du coup a des œuvres aussi assez abordables entre 150 justement. J'en ai 150 le tramway de Coram Gray justement, 40 par 30. Donc ça représente effectivement un décor type Manhattan derrière avec route, etc. Qui est pas mal, qui a un effet de profondeur qui est bien. Donc là on est sur 150 € le coût direct et 25 € par mois si on le prend. C'est ça, et du coup location sur 6 mois. Location sur 6 mois. Et au bout de 6 mois, voilà. On a réparti l'échéance dans le temps et c'est vrai que 25 € par mois ça reste très abordable. Ultra accessible. Ok, et du coup ce qui est cool c'est qu'on va effectivement sur une œuvre, en scrollant un peu on tombe sur effectivement toutes les autres œuvres de l'artiste. Toutes les autres œuvres de l'artiste, donc ça permet de voir un peu son environnement également. Ouais, bah généralement un peu dans les études qu'on a faites justement sur le site, les clients ils vont aimer un univers, ils vont cliquer dessus et c'est jamais celle sur laquelle ils ont cliqué qu'ils vont louer ou acheter. C'est toujours une autre parce qu'en fait... Ça fait un peu de vente additionnelle aussi parce qu'une fois que t'en as une, t'as envie d'avoir les autres. Hein. Enfin, concrètement, moi, c'est ce que je ressens. Je regardais la première et effectivement, du coup, j'ai dit tiens, la deuxième est pas mal aussi. Et c'est pas mal d'avoir aussi tu vois, si t'as 2 pièces qui sont à côté l'une de l'autre, d'avoir la même patte, quoi. Ouais, bah c'est vrai que c'est sûr que c'est chouette. Ok, top. Bon, je vais en choisir une. On le mettra dans le lien de l'épisode, comme ça vous pouvez voir ce que j'ai acheté. On fera le calcul à la fin de l'année. Alors peut-être pas le revendre, tu vois, on le gardera, on le mettra peut-être au bureau. Je sais pas. Et comme ça, voilà, ça fera un souvenir de l'émission. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder qu'on n'a pas abordé? Je sais que, à mon avis, je pense qu'on pourrait tenir la journée. Bah, c'est sûr, c'est... Ouais. C'est passionnant comme discussion. Enfin, en tout cas, voilà, pour moi, ça l'est. La chose que je pourrais dire, c'est que investir dans l'art, pour moi, c'est vraiment en fait une rencontre entre une œuvre et une personne. Ouais. Qu'il faut pas forcément toujours chercher l'investissement rentable, on va dire. Enfin, en fait, c'est un plaisir d'abord, un plaisir, voilà, en fait, et après, en gros, c'est un plaisir opportuniste. C'est en gros. T'as l'opportunité de te faire plaisir et le plaisir te crée une opportunité. Putain, c'est beau ce que j'ai dit. C'est exactement ça. Ouais. Ah, bah c'est ça. Et en fait, faut pas avoir peur en fait en fait, moi j'avais des amis qui me disaient mais en fait moi j'y connais rien. Ouais, comme moi, j'ai connais que dalle. Hein. Bah oui, mais en fait moi au début j'y connaissais pas grand chose. Ok, j'ai une maman qui est peintre, c'est un secteur qui me plaît. Ouais. Mais j'ai quand même appris en rencontrant des artistes, j'ai appris en fait à aimer certaines choses. Mes goûts en 4 ans, ils ont complètement changé. Enfin, ils ont complètement changé. Au début, je vivais que abstrait. Maintenant, il y a des choses figuratives qui me parlent beaucoup plus que de l'abstrait. Ouais. Donc en fait, c'est juste se laisser tenter, en prendre une qui te plaît, et puis après te dire bon bah en fait tu vois, nous on organise assez régulièrement des expositions. De venir assez régulièrement, tu vois, aux expos. Ouais. Tu regardes un petit peu, il y a des choses qui peuvent pas du tout te parler ou des choses qui peuvent te parler. Ou même t'as pas trop d'avis sur le sujet, mais en fait c'est un peu comme un enfant qui quand il arrive devant une toile il va dire, ou même devant n'importe quoi il va dire ah bah c'est moche ou ah c'est trop beau. En fait c'est vraiment ça, c'est essayer de ressortir un peu l'âme d'enfant et juste de se dire qu'est-ce que là je ressens, si c'est moche, c'est moche, mais en fait personne n'est là pour juger. Ouais, bien sûr. Voilà. Et le fait de faire ces expos également, tu vois, en général quand tu te retrouves devant l'œuvre, tu vois, entre amis, etc. Et le fait d'échanger sur ton ressenti, etc. peut modifier également ta perception des choses. Ah bah complètement, en fait complètement. Quand on est là devant l'œuvre, ça change tout. Enfin, moi, ouais, en fait, complètement. Je suis une enfant quand j'organise des expos parce qu'en fait on m'envoie les œuvres et quand je les déballe, je me dis mais trop cool. Enfin, en fait je la vois tous les jours sur le site et là de la voir en vrai, c'est pas du tout pareil quoi. Ouais. Après il y a des moments je me dis trop cool et d'autres moments je me dis ah bon un peu moins mais voilà, globalement je suis quand même. C'était mieux en photo. Non, après ça arrive quand même moins souvent. Ouais, genre c'est plus l'inverse. Et bon après surtout en général t'as toujours un petit verre ou deux, tu vois les choses un peu mieux. Ok, cool. Écoute, top. En tout cas, rappelle-nous si on veut te suivre toi ou peut-être sur les réseaux sociaux. Alors moi perso je suis pas très réseaux sociaux, mais par contre The Art Cycle
Ça oui, ça c'est Ça, bon. il n'y a pas de... Après, Ouais, theartcycle.fr. Du coup, pour le site. Après, on est sur Instagram, sur Facebook. Et moi, perso, c'est sur LinkedIn plus que sur tous les autres réseaux. Ultra pro. Ouais, j'ai jamais été trop d'ailleurs, réseau. on parlait d'Insta. Les artistes ultra contemporains, est-ce que c'est des Instagrammeurs ou pas du tout? C'est compliqué, ou t'en as peut-être certains, mais... je sais pas... tu vois, il y a quand même un truc, tu peux créer un univers tout autour de ça, tu partages ta vie d'artiste, c'est quand même assez passionnant. Ouais, moi je pousse mes artistes à le faire, mais c'est pas inné quoi. Enfin, en fait, ils y pensent pas quand ils sont dans leur création, ils ont pas envie de se dire je vais me filmer en train de le faire. Il y en a qui le font, il y en a qui sont hyper actifs et qui vont poster très régulièrement et justement on arrive à se plonger dans l'univers et ça c'est vrai que je pense que c'est hyper important parce que Instagram, en fait, pour l'art, c'est le réseau sur lequel il faut être, il n'y a pas de doute. Il y en a qui ont peur de se faire aussi piquer des idées. Ouais. Donc voilà, il y a un peu tous ces petits freins, mais moi, quand même, je les pousse même si je ne suis pas réseaux sociaux du tout, à titre perso, à ce que pour leur activité... qu'ils aient un peu de visibilité sur les réseaux. Moi, j'aime bien, des fois, je tombe sur les trucs en story ou si tu veux, des fois tu vois des artistes, c'est fait en mode ultra accéléré ou en time-lapse et du coup ils te montrent le mec qui peint en l'espace de 20 secondes, tu vois, une œuvre avec un procédé un peu rigolo ça marche super bien. Ouais, j'en ai vu une fois, c'était quoi? C'était en gros, il avait accroché son pot de peinture je sais pas, en l'air, quoi. Donc il tenait avec une corde, il avait mis sa toile par terre et du coup forcément en balançant son pot de peinture, il faisait des cercles, etc. Et ça avec en répétant le processus 3 ou 4 fois, le mec il arrive à faire un truc qui avait du sens quand même. Ok, ouais, non, mais trop fort, quoi. Ouais. Trop fort. Toi tu te dis je vais faire la même chose. T'as bâché tout ton appartement. T'as bâché tout ton appartement pour. T'as plus qu'à tout débâcher et tout remettre en bas. Mais lui, tu vois, c'est là, tu dis, oh putain, il a le talent, quoi. Toi, il y a des techniques qui. Mais je pense qu'avant de réussir à faire ça, il a dû faire pas mal d'essais pour justement réussir à, tu vois, à créer un peu sa patte, quoi. Ouais, ou quand des fois, tu pars pas trop à Paris, mais quand tu pars en voyage, aux États-Unis, je crois que j'avais vu ça, où. T'as les artistes de rue et c'est ultra instagrammable, quoi, tu vois, c'est en général ils peignent à la bombe avec tu vois des formes assez circulaires, donc ils prennent, je sais pas, une assiette, un truc, un bol, enfin tout ce qui a une forme, si tu veux, et ça leur fait un espèce de calque, et à partir de ces calques là à la fin ça te fait un truc waouh. Ouais, non, mais ça te fait un coucher soleil, un truc et c'est peut-être pas le plus beau, etc., mais je trouve que c'est un espèce de show comme un autre et qui est super intéressant, super impressionnant, quoi. Donc voilà, du coup effectivement petite digression sur Instagram et les artistes. Donc toi tu les encourages à y être. Ouais. Et effectivement c'est une bonne chose et c'est super intéressant de s'intéresser à leur vie et surtout à leurs œuvres. Bah écoute, top, merci pour cet épisode. On a essayé de balayer quand même un sujet qui est extrêmement large en un temps contenu. Écoute, donc on le redit à nouveau, theartcycle.fr. Donc moi je vais acheter une petite œuvre, pas trop chère, parce que faut acheter autre chose, mais tant qu'elle te plaît. Voilà, tant qu'elle me plaît. Et puis la même chose pour vous qui nous écoutez, si vous avez envie de vous faire plaisir et de vous donner qu'est-ce que j'ai dit, l'opportunité de vous faire plaisir et le plaisir de faire vous le réécouterez, je sais plus, j'arrive plus à le sortir. Ouais, je l'ai pas non plus. Mais c'était bien. Bon, en gros vous avez compris, faites-vous plaisir et puis attendez, et puis peut-être vous aurez une très bonne surprise. En tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on a fait cette émission. Merci beaucoup, Loïc, c'était très intéressant de pouvoir discuter ensemble. Partager, puis je pense que ça plaira également à nos auditeurs. Si vous avez aimé le contenu de cet épisode et puis des autres, n'hésitez pas à commenter. Vous savez, ça nous aide énormément à progresser et puis à vous proposer des invités différents, variés. Je pensais jamais un jour parler d'art, comme quoi c'est fait. Ravi de l'avoir fait avec toi, du coup. Top.
Et surtout, du coup, on se dit à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode dans Club Deal. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager Club Deal autour de vous et à me laisser une note 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. Vous savez, ça m'aide énormément à remonter dans les classements. Et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire sur LinkedIn, Loïc Audet, ou sur Instagram, Loïc-OD, AUDET. C'est avec le plus grand des plaisirs que je répondrai à toutes vos questions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Club Deal. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.